Marivaux, le paysan parvenu, première partie. Le titre que je donne à mes mémoires annonce ma naissance. Je ne l'ai jamais dissimulé à qui me l'a demandé, et il me semble qu'en tout temps Dieu ait récompensé ma franchise là-dessus. Car je n'ai pas remarqué qu'en aucune occasion on en ait eu moins d'égard et moins d'estime pour moi. J'ai pourtant vu nombre de sots qui n'avaient et ne connaissaient point d'autre mérite dans le monde que celui d'être né noble ou dans un rang distingué. Je les entendais mépriser beaucoup de gens qui valaient mieux qu'eux, et cela seulement parce qu'ils n'étaient pas gentilshommes. Mais c'est que ces gens qu'ils méprisaient, respectables d'ailleurs par 1000 bonnes qualités, avaient la faiblesse de rougir eux-mêmes de leur naissance, de la cacher, et de tâcher de s'en donner une qui embrouilla la véritable et qui les mit à couvert du dédain du monde. Or, cet artifice-là ne réussit presque jamais. On a beau déguiser la vérité là-dessus, elle se venge tôt ou tard des mensonges dont on a voulu la couvrir. Et l'on est toujours trahi par une infinité d'événements qu'on ne saurait ni parer, ni prévoir. Jamais je ne vis, en pareille matière, de vanité qui fit une bonne fin. C'est une erreur, au reste, que de penser qu'une obscure naissance vous avilisse, quand c'est vous-même qui l'avouez, et que c'est de vous qu'on la sait. La malignité des hommes vous laisse là. Vous la frustrez de ses droits. Elle ne voudrait que vous humilier, et vous faites sa charge. Vous vous humiliez vous-même. Elle ne sait plus que dire. Les hommes ont des mœurs, malgré qu'ils en aient. Ils trouvent qu'il est beau d'affronter leur mépris injuste. Cela les rend à la raison. Ils sentent dans ce courage-là une noblesse qui les fait taire. C'est une fierté sensée qui confond un orgueil impertinent. Mais c'est assez parlé là-dessus. Ceux que ma réflexion regarde se trouveront bien de m'en croire. La coutume, en faisant un livre, c'est de commencer par un petit préambule, et en voilà un. Revenons à moi. Le récit de mes aventures ne sera pas inutile à ceux qui aiment à s'instruire. Voilà en partie ce qui fait que je les donne. Je cherche aussi à m'amuser moi-même. Je vis dans une campagne où je me suis retiré et où mon loisir m'inspire un esprit de réflexion que je vais exercer sur les événements de ma vie. Je les écrirai du mieux que je pourrai. Chacun a sa façon de s'exprimer qui vient de sa façon de sentir. Parmi les faits que j'ai à raconter, je crois qu'il y en aura de curieux. Qu'on me passe mon style et leur faveur, j'ose assurer qu'ils sont vrais. Ce n'est point ici une histoire forgée à plaisir, et je crois qu'on le verra bien. Pour mon nom, je ne le dis point. On peut s'en passer. Si je le disais, cela me gênerait dans mes récits. Quelques personnes pourront me reconnaître, mais je les sais discrètes, elles n'en abuseront point. Commençons. Je suis né dans un village de la Champagne, et soit dit en passant, c'est au vin de mon pays que je dois le commencement de ma fortune. Mon père était le fermier de son seigneur, homme extrêmement riche, je parle de ce seigneur, et à qui il ne manquait que d'être noble pour être gentilhomme. Il avait gagné son bien dans les affaires, s'était allié à d'illustres maisons par le mariage de deux de ses fils, dont l'un avait pris le parti de la robe et l'autre de l'épée. Le père et les fils vivaient magnifiquement. Ils avaient pris des noms de terre, et du véritable, je crois qu'ils ne s'en souvenaient plus eux-mêmes. Leur origine était comme ensevelie sous d'immenses richesses. On la connaissait bien, mais on n'en parlait plus. La noblesse de leurs alliances avait achevé d'étourdir l'imagination des autres sur leur compte, de sorte qu'ils étaient confondus avec tout ce qu'il y avait de meilleur à la cour et à la ville. L'orgueil des hommes, dans le fond, est d'assez bonne composition sur certains préjugés. Il semble que lui-même, il en sente le frivole. C'était là leur situation quand je vins au monde. La terre seigneuriale, dont mon père était le fermier et qu'ils avaient acquise, n'était considérable que par le vin qu'elle produisait en assez grande quantité. Ce vin était le plus exquis du pays, et c'était mon frère aîné qui le conduisait à Paris, chez notre maître, car nous étions 3 enfants, 2 garçons et une fille, et j'étais le cadet de tous. Mon aîné, dans un de ses voyages à Paris, s'amouracha de la veuve d'un aubergiste, qui était à son aise, dont le cœur ne lui fut pas cruel, et qui l'épousa avec ses droits, c'est-à-dire avec rien. Dans la suite, les enfants de ce frère ont eu grand besoin que je les reconnusse pour mes neveux.
car leur père, qui vit encore, qui est actuellement avec moi, et qui avait continué le métier d'aubergiste, vit, en 10 ans, ruiner sa maison par les dissipations de sa femme. À l'égard de ses fils, mes secours les ont mis aujourd'hui en posture d'honnêtes gens. Ils sont bien établis, et malgré cela, je n'en ai fait que des ingrats, parce que je leur ai reproché qu'ils étaient trop glorieux. En effet, ils ont quitté leur nom, et n'ont plus de commerce avec leur père qu'ils venaient autrefois voir de temps en temps. Qu'on me permette de dire sur eux encore un mot ou deux. Je remarquai leur fatuité à la dernière visite qu'ils lui rendirent. Ils l'appelèrent monsieur dans la conversation. Le bonhomme, à ce terme, se retourna, s'imaginant qu'il parlait à quelqu'un qui venait et qu'il ne voyait pas. Non, non, lui dis-je alors, il ne vient personne, mon frère. Et c'est à vous à qui l'on parle. À moi, reprit-il. Et pourquoi cela? Est-ce que vous ne me connaissez plus, mes enfants? Ne suis-je pas votre père? Oh, leur père, tant qu'il vous plaira, lui dis-je, mais il n'est pas décent qu'il vous appelle de ce nom-là. Est-ce donc qu'il est malhonnête d'être le père de ses enfants? Reprit-il. Qu'est-ce que c'est que cette mode-là? C'est, lui dis-je, que le terme de mon père est trop ignoble, trop grossier. Il n'y a que les petites gens qui s'en servent, mais chez les personnes aussi distinguées que messieurs vos fils, on supprime dans le discours toutes ces qualités triviales que donne la nature. Et au lieu de dire rustiquement mon père, comme le menu peuple, on dit monsieur. Cela a plus de dignité. Mes neveux rougirent beaucoup de la critique que je fis de leur impertinence. Leur père se fâcha, et ne se fâcha pas en monsieur, mais en vrai père, et en père aubergiste. Laissons là mes neveux, qui m'ont un peu détourné de mon histoire, et tant mieux, car il faut qu'on s'accoutume de bonne heure à mes digressions. Je ne sais pas pourtant si j'en ferai de fréquentes, peut-être que oui, peut-être que non, je ne réponds de rien, je ne me gênerai point. Je compterai toute ma vie, et si j'y mêle autre chose, c'est que cela se présentera sans que je le cherche. J'ai dit que c'était mon frère aîné qui conduisait chez nos maîtres le vin de la terre dont mon père avait soin. Or, son mariage le fixant à Paris, je lui succédais dans son emploi de conducteur de vin. J'avais alors 18 à 19 ans. On disait que j'étais beau garçon. Beau comme peut l'être un paysan dont le visage est à la merci du hâle de l'air et du travail des champs. Mais à cela près, j'avais effectivement assez bonne mine. Ajoutez-y je ne sais quoi de franc dans ma physionomie, l'œil vif, qui annonçait un peu d'esprit, et qui ne mentait pas totalement. L'année d'après le mariage de mon frère, j'arrivai donc à Paris avec ma voiture et ma bonne façon rustique. Je fus ravi de me trouver dans cette grande ville. Tout ce que j'y voyais m'étonnait moins qu'il ne me divertissait. Ce qu'on appelle le grand monde me paraissait plaisant. Je fus fort bienvenu dans la maison de notre Seigneur. Les domestiques m'affectionnèrent tout d'un coup. Je disais hardiment mon sentiment sur tout ce qui s'offrait à mes yeux, et ce sentiment avait assez souvent un bon sens villageois qui faisait qu'on aimait à m'interroger. C'était le début du Paysan parvenu, écrit par Marivaux et lu par Wilbert Camus.